Amateurs de détente de façon générale et de massage en particulier, bienvenue sur Karananda, le bien-être dans tous ses états, le podcast qui vous invite à explorer les multiples facettes du bien-être. Je suis Juliette Gourlimoun de Porter, praticienne et formatrice en technique corporelle depuis plus de 20 ans, fondatrice du centre Karananda et autrice. Dans chaque épisode, je vous propose de partir à la découverte du massage bien-être, de l'art du toucher, de l'encadrement légal de nos métiers, de différentes approches pour prendre soin de soi et des autres, parfois en rencontrant des experts du bien-être, des passionnés, des praticiens engagés. Que vous soyez professionnel en quête de perfectionnement, amateur éclairé ou simplement curieux d'en savoir plus, partageons ici le temps de ce podcast des connaissances, des expériences et des réflexions autour de ces métiers, de ce secteur un peu à part qu'est le bien-être. Prenez le temps, installez-vous confortablement, respirez, détendez-vous. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va explorer le livre blanc pour la reconnaissance du massage. C'est un document qui est disponible gratuitement en téléchargement sur le site de la Fédération française de massage bien-être, la FFMBE, et dont je vous recommande la lecture complète, notamment si vous exercez de nouveaux métiers ou si vous envisagez de vous y former. Alors, merci d'avance de votre écoute et c'est parti pour l'exploration du livre blanc. Donc, on va plonger au travers de ce document dans un univers qui rassemble des dizaines de milliers de praticiens. Le massage bien-être, autrement dit le massage non thérapeutique en France, est un secteur dynamique, mais qui reste d'un point de vue légal dans un flou quasi total. Alors pour éclairer cette réalité, donc je vais m'appuyer dans tout ce podcast sur le document de référence qu'est le livre blanc, qui a été publié par la FFMBE. C'est un travail de fond qui plaide pour la reconnaissance et un meilleur encadrement de notre profession. Alors pour bien comprendre, déjà il faut distinguer trois grands espaces, trois territoires juridiques en quelque sorte. On a toute l'approche du soin thérapeutique, ce qu'on appelle le cure, qui est le domaine réservé aux masseurs kinésithérapeutes. On a le domaine plutôt du modelage esthétique, historiquement pratiqué par les esthéticiennes dans les instituts de beauté, dans les spas. Et puis on a le champ du massage bien-être, un immense champ de pratique qui va du massage suédois au shiatsu, de la réflexo aux approches énergétiques, etc. On a des pratiques très diverses, avec des publics très variés aussi. Et en fait, ce sont des pratiques qui accompagnent le mieux-être, la prévention, la gestion du stress, ce qu'on a coutume d'appeler le care, pour le différencier du cure, donc qui est le terrain des masseurs kinésithérapeutes. Et en fait, c'est cet espace, le care, qui manque cruellement de définition légale. Tous les praticiens, jeunes praticiens qui exercent aujourd'hui n'ont pas forcément conscience de tout ce qu'on a traversé il y a maintenant un peu plus de 20 ans pour pouvoir exister dans le massage bien-être. Et je recommande vivement à ce sujet la lecture du livre qui a été publié par Joël Savatowski, qui s'appelle L'affaire massage bien-être, qui raconte toute cette traversée et en fait les années de bras de fer qui ont été menées avec l'ordre des kinésithérapeutes pour faire reconnaître cet espace du care. À l'époque, l'ordre des kinés donc estimait que tout ce qui s'appelait massage relevait forcément de son monopole. Et heureusement, pour nous, petit à petit, la loi a peu à peu clarifié les choses. On a eu trois étapes clés sur le plan législatif. D'abord, la loi de modernisation du système de santé en janvier 2016, qui a marqué un vrai tournant, puisqu'elle a précisé que l'exclusivité des kinésithérapeutes ne s'appliquait qu'au massage thérapeutique, celui qui vise la rééducation. Implicitement, du coup, la loi de modernisation du système de santé a ouvert la porte au reste. Ça a été un grand soulagement pour les praticiens de bien-être, mais ce n'était pas encore suffisant. En août 2016, une réponse ministérielle a confirmé noir sur blanc que le massage non thérapeutique, donc le massage de bien-être, pouvait être réalisé par des non-kinés. Et surtout, en juin 2021, donc relativement récemment,
La Cour de cassation a mis les points sur les i en affirmant que l'exercice du massage non thérapeutique par des non-kinés devenait parfaitement légal. Elle a jugé en fait que les risques sanitaires invoqués n'étaient pas prouvés et a conclu qu'un massage n'est pas nécessairement un acte thérapeutique ou médical. Ces décisions sont donc une victoire juridique. Elles disent surtout ce que le massage bien-être n'est pas. Pour autant, elles ne disent pas encore ce que le massage bien-être est. Et c'est là que le livre blanc appelle cette définition une définition en creux, c'est-à-dire qu'on a libéré un espace, on nous a dit « vous avez le droit d'être là », mais pour autant on ne nous a pas donné de statut propre. Et c'est ce vide qui a des conséquences très concrètes que on va pouvoir explorer ensemble. Déjà, c'est intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, au-delà de nos frontières. En France, on est souvent perçu comme des électrons libres, à l'extérieur du système de santé officiel. Et on est rangé dans une catégorie un peu fourre-tout qu'on appelle les pratiques de soins non conventionnelles. On a un système qui reste très centré sur ce qui est scientifiquement validé, parfois souvent médicamenteux, et le massage bien-être n'entre pas dans ces cases-là. Et là, on est sur une approche qui est très franco-française, parce qu'en fait, le massage, c'est une pratique millénaire. On en trouve des traces déjà il y a plus de 6000 ans en Inde avec l'Ayurveda. En Chine, et si on remonte au shiatsu japonais, on remonte à 4000 ans à peu près. On en parle dans un ouvrage qui s'appelle Le classique de médecine de l'empereur jaune. Et en Occident, si on remonte un petit peu moins loin, dans les textes d'Hippocrate, le père de la médecine, on retrouve le massage comme une compétence essentielle du médecin qui a une vision globale, holistique de la santé. Aujourd'hui, les contrastes avec la France sont assez saisissants, puisque au Canada, on a une profession reconnue, parfois même intégrée au système de santé, qui s'appelle la massothérapie, avec des formations très exigeantes qui relèvent de 1000 à 2000 heures de formation environ. En Suisse, on a un système qui distingue clairement 3 niveaux, le médical, les thérapeutes complémentaires remboursés par les assurances et le massage bien-être. En Inde, on a le massage ayurvédique, qui fait partie des piliers de la médecine traditionnelle et qui a même un ministère dédié. Au Japon, le shiatsu est reconnu, pris en charge par l'assurance maladie, et plus de 80% des médecins japonais utilisent aussi la médecine traditionnelle qu'on appelle Kampo. Et en Chine, le massage Tuina est un outil absolument incontournable de la médecine traditionnelle chinoise, la MTC, qui est intégré dans près de 90% des hôpitaux et qui est remboursé. Alors, pourquoi c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe au-delà de nos frontières ? Parce que ça montre qu'une autre approche est possible et qu'elle fonctionne. Et d'ailleurs, toute cette approche rejoint en fait la définition même de la santé, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, puisque si on reprend les termes, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ça, c'est une définition qui a été rédigée par l'OMS en 1946. Donc cette vision large donne toute sa légitimité aux pratiques qui visent le bien-être global, comme le massage non thérapeutique. L'OMS encourage d'ailleurs à les intégrer, tout en les évaluant scientifiquement. Alors maintenant, si on revient en France, on estime environ à 60 000 le nombre de praticiens pour qui c'est l'activité principale, et 100 000 environ si on inclut ceux qui pratiquent cette activité à titre complémentaire. C'est un chiffre, si on le ramène en équivalent temps plein, qui équivaut à plus de 51 000 ETP, donc bien plus que les kinés dans le domaine du massage, qui sont à peu près 9 000, ou dans le secteur esthétique, où on a à peu près 5 000 personnes. Il y a eu une grosse enquête de la FFMBE menée en 2023 auprès de 1600 répondants, qui a montré que 98% d'entre eux définissent leur activité comme du bien-être, 34% y associent la prévention, 42% l'accompagnement à la santé,
et seulement 5% d'entre eux considèrent leur pratique comme un simple loisir. Sur ces répondants, on a aussi 77% d'entre eux qui ont suivi plus de 200 heures de formation, 85% plus de 400 heures et 16% plus de 800 heures. La grande majorité d'entre eux exercent en libéral, puisqu'on a 68% des répondants qui sont au cabinet individuel, 43% qui font du domicile, 24% qui exercent en entreprise et 19% en hôtel et en spa. Parallèlement à ça, en 2014, il y a eu une étude menée par Harris Interactive qui montrait que les Français étaient très convaincus, puisque 8 sur 10 estiment qu'un massage régulier améliore le bien-être corporel, 73% des hommes et 80% des femmes pensent qu'il aide à gérer le stress, et plus de 6 sur 10 le perçoivent comme un soutien contre la dépression et pour maintenir une bonne santé. Les praticiens, quand ils parlent de leur métier, à 79% nomment le bien-être général, à 73% une incidence sur la santé globale, 80% parlent de gestion du stress et 43% d'accompagnement de problématiques de santé spécifiques. Et financièrement, le marché du bien-être représente près de 13 milliards d'euros. Ce n'est donc pas du tout anecdotique, ni socialement, ni économiquement. Pourtant, on en revient toujours au même point, ce flou juridique persistant. Alors dans le livre blanc, on identifie plusieurs obstacles. On va les passer un par un. Le premier, c'est tout ce qui concerne l'instabilité juridique et fiscale. Le deuxième, c'est l'absence de cadre déontologique reconnu par la loi. Le troisième, c'est la formation qui n'est pas encadrée. Le quatrième, c'est le fait qu'il y ait peu de recherche scientifique en France. Et le dernier, c'est le problème des amalgames avec toutes les dérives, et notamment celles liées à la prostitution. Alors, reprenons en détail tous ces points parce qu'ils ont des incidences au quotidien, non seulement pour les praticiens, mais aussi pour les clients. Ce problème d'instabilité juridique et fiscale. En fait, sans statut officiel clair, les praticiens naviguent entre plusieurs catégories administratives. Certains artisans, certains commerçants, certaines professions libérales, et ça a des conséquences directes sur les cotisations, la fiscalité, la retraite, mais aussi la formation professionnelle. Si on regarde au niveau de l'INSEE, l'INSEE attribue des codes AP très variés. En général, le 9604Z, celui qui relève des activités d'entretien corporel. Mais parfois, c'est le 86-90F, la santé humaine non classée ailleurs. Parfois, c'est le 9609, autres services. Le 9602B, les soins de beauté. Bref, aucune cohérence, ce qui n'arrange personne. La FFMBE milite pour qu'on ait un code APE spécifique ou que, à minima, on utilise tous le 86-90F, donc les activités de santé humaine non classées ailleurs. Le deuxième point, c'est un cadre déontologique absent. Faute de règles partagées et opposables, certaines dérives se développent. Des pratiques commerciales douteuses, des promesses non fondées, des conseils hors champ de compétences, et même des risques sectaires. Alors, bien sûr, la Miviludes surveille de près le secteur, et pour autant, il ne faut pas le diaboliser, parce que de nombreuses pratiques sont très sérieuses et tout à fait efficaces. Mais un cadre déontologique défini, commun, serait intéressant. Le troisième point, c'est la formation. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'installer, masseur bien-être, sans qu'il y ait une exigence légale minimum d'un certain nombre d'heures de formation. Alors, les adhérents France Massage, eux, sont majoritairement bien formés et les répondants de l'enquête qu'on a nommée tout à l'heure sont évidemment principalement bien formés puisque c'est eux qui étaient très concernés par le fait de répondre à cette enquête. Pour autant, le marché envahit et de plus en plus d'offres express en quelques jours, voire parfois quelques heures, voire même de formation uniquement en ligne.
Le résultat de ça, c'est une perte de crédibilité globale et une impasse avec France Compétences, qui refuse de reconnaître la profession de massage bien-être au RNCP, donc le registre national de certification professionnelle, faute d'un statut clair et au titre que le massage reste jugé comme une compétence complémentaire et pas un métier à part entière. Et ça a des incidences sur le CPF. Je vous renvoie à d'autres podcasts, on en a déjà parlé. Mais tant qu'on ne peut pas exister au RNCP, on ne peut pas avoir de financement au CPF en massage bien-être. Le quatrième point, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur ministériel. Le ministère dont on dépend, c'est qui? C'est la santé, c'est l'économie, c'est le travail. Aucun ministère ne s'empare clairement des dossiers. Et du coup, les dossiers tournent en boucle. Et rien, ou en tout cas trop peu, n'avance sur le plan réglementaire. On a nommé aussi tout à l'heure la recherche, quasi inexistante, mais il y a très peu de financement public. Il y a très peu d'intérêt des grands instituts comme l'INSERM ou des facultés de médecine pour étudier vraiment sérieusement les effets des interventions non médicamenteuses et spécifiquement celle du massage bien-être. Et donc ce manque va freiner la reconnaissance par le monde médical, même si on a des initiatives très intéressantes qui émergent, notamment tout ce que fait la MCA, mais le massage y reste encore très peu visible. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui est dérive et détournement à fin prostitutionnelle. Et on sait que certaines structures, notamment dans les grandes villes, sont des façades pour des réseaux. Et ce phénomène nuit gravement à l'image de la profession et crée une confusion terrible pour le public. Et tout ça, ça nuit énormément à l'image des vrais professionnels du massage bien-être. Alors la FFME collabore notamment avec Zéro Macho pour dénoncer ces pratiques et pour défendre les praticiens sérieux. Et là aussi, je vous invite à vous pencher sur ce travail mené. Alors heureusement, la profession, elle ne reste pas passive. On a de très nombreuses organisations professionnelles qui existent, trop peut-être, parce que cette diversité est une vraie richesse qui montre le dynamisme du secteur, mais elle nuit aussi parfois à une représentativité globale qui permettrait de parler d'une seule voix au pouvoir public. Alors la FFMBE s'est clairement positionnée comme une organisation majeure et a développé un certain nombre d'outils structurants pour pallier ces carences qu'on a pu citer juste avant. La première chose, c'est que la FFMBE a rédigé un code de déontologie complet qui sert de référence éthique pour les praticiens agréés par la dite Fédération française de massage bien-être. La FFMBE a rédigé aussi un référentiel métier qui décrit précisément les compétences qu'un masseur bien-être doit maîtriser. Et c'est d'ailleurs ce référentiel métier qui a servi de base à la rédaction et la publication récente de la fiche métier chez France Travail spécifique au massage bien-être, la D1222. Là aussi, je vous renvoie éventuellement à l'épisode dédié à cette avancée essentielle de la reconnaissance de notre métier. La FFMBE, elle a posé un cadre de formation exigeant et pour ce faire, elle a agréé quelques écoles et un cursus de formation qu'on considère être un cursus de formation initial. Alors des écoles agréées, il y en a 35 environ sur tout le territoire national et le cursus de formation agréé, il correspond à 300 heures minimum de formation, dont 210 heures de transmission en présentiel et 90 heures de pratique personnelle et une dizaine d'heures de pratique supervisée au minimum. Et enfin, la FFMBE a créé une marque collective, France Massage, gage de qualité et de confiance, pour que le grand public ait un repère pour identifier les praticiens qui respectent la déontologie, qui ont suivi une formation sérieuse et qui ont donc acquis les compétences qui figurent au sein du référentiel métier. La FFMBE est aussi membre fondateur de Syndicaire, qui fédère plusieurs métiers du bien-être, et est aussi adhérente à la CNPL pour faire reconnaître la profession comme profession libérale à part entière et a mis en place un partenariat avec l'UPSME pour sécuriser le statut des micro-entrepreneurs.
Pour s'adresser au pouvoir public, la FFMBE a des axes de revendication et elle a rédigé 16 propositions articulées du coup autour de 3 grands axes pour que ce soit plus lisible. Le premier axe, c'est, et vous l'avez compris, c'est fondamental, la reconnaissance légale d'un espace juridique et technique propre au massage bien-être. Et cet espace juridique et technique propre serait le champ de la prévention, l'accompagnement à la santé et le bien-être. L'idée, c'est de créer une branche professionnelle spécifique dédiée à nos métiers. C'est d'instaurer un code NAF et un code APE spécifique pour enfin sortir du flou et du bricolage actuel dans lequel on fonctionne. Et pour stabiliser le statut en profession libérale, la doter d'un régime social uniformisé, d'un régime fiscal clairement stabilisé, par exemple en BNC, en bénéfices non commerciaux. Et de rattacher du coup la profession au ministère de la Santé et de la Prévention, parce que c'est celui qui nous semble le plus en lien avec notre activité. Le deuxième axe, qui est essentiel pour la crédibilité et la sécurité, c'est l'axe de la qualité, de l'éthique et de la formation. Et donc, le travail qui est mené, c'est de faire reconnaître officiellement le code de déontologie, qui a été rédigé par la FFMBE, comme référence pour la profession. D'exiger aussi un minimum légal de 300 heures de formation obligatoire pour tous, pour assurer un socle de compétences communs, l'objectif à terme étant d'aller vers 500 heures, et ainsi d'inscrire les formations au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, pour que les diplômes aient une valeur reconnue, personnalisée et sécurisée. Le troisième axe, c'est l'axe de recherche et de valorisation de la profession, et donc toute la lutte contre les dérives. La première idée, ce serait de missionner l'INSERM ou des universités pour compiler, évaluer, diffuser les connaissances scientifiques sur les bienfaits et sur les mécanismes d'action du massage. Ce serait d'encourager une meilleure reconnaissance par le système de santé complémentaire et la prise en charge par les mutuelles, conditionnée par exemple au fait que le praticien ait suivi une formation reconnue et soit labellisé par exemple via la marque France Massage, qui est un levier aujourd'hui pour encourager la qualité. Ce serait donc aussi de reconnaître cette marque France Massage comme un label qualité et un outil concret pour aider le public à s'y retrouver et lutter contre les abus, contre l'exploitation, contre la prostitution déguisée, contre d'éventuels charlatans, toutes les dérives qui peuvent être sur le marché. Et puis un gros travail, un chantier qui est déjà en cours, qui est la création d'une norme AFNOR, une norme volontaire qui pourrait aider à définir un cadre technique et réglementaire solide pour la profession. Et donc on a un groupe d'experts à la Fédération française en massage bien-être qui travaille déjà avec l'AFNOR sur ce projet depuis plusieurs mois. En conclusion, le massage bien-être, c'est vraiment une pratique millénaire, mais aussi moderne et largement plébiscitée par le public. C'est une pratique qui repose sur une histoire riche, des preuves grandissantes de ses bienfaits pour la santé globale, le stress, le bien-être, et les exemples internationaux autour de nous sont très inspirants. En France, ça reste une pratique qui souffre aujourd'hui d'un vide juridique et d'un manque de reconnaissance. Et ce vide crée de la précarité pour les praticiens, de la confusion pour le grand public et laisse la porte ouverte à de trop nombreux abus. Alors face à ça, la profession, au travers notamment de la FFMBE et de ses praticiens adhérents, est organisée, structurée et force de proposition. Aujourd'hui, il y a une question vraiment claire. Est-ce qu'on veut continuer à laisser ce secteur dans l'ombre ou est-ce qu'on veut lui offrir un cadre digne de son importance sociale, sanitaire et aussi économique? En fait, on est face à un véritable enjeu de santé publique, mais pas seulement. C'est aussi une question de société. Et en fait, c'est l'opportunité de repenser notre rapport à la santé dans une vision plus large, plus préventive, plus humaine et plus intégrative.
pour reprendre un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Alors comment trouver le bon équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité des usagers, la qualité des prestations, d'éviter les charlatans, et d'un autre côté, la nécessité de permettre l'épanouissement d'approches potentiellement bénéfiques qui sont plébiscitées par la population, mais qui sortent un peu de notre modèle de santé conventionnel, plutôt centré sur le curatif et sur les traitements médicamenteux. Voilà, cet épisode de Carananda le bien-être dans tous ses états se termine. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette parole partagée sur nos métiers du bien-être vous a inspiré, apporté des clés de réflexion ou tout simplement permis de vous reconnecter à l'essentiel, prendre soin de vous en toute bienveillance et authenticité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de vous. Ensemble, continuons de faire grandir cette belle communauté dédiée au bien-être. Vous pouvez également retrouver Carananda sur les réseaux sociaux, sur le site internet www.carananda.com pour découvrir les séances, ateliers d'initiation, formations professionnelles, publications, etc. Je vous donne rendez-vous dès que possible pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre et de nouveaux partages. D'ici là, prenez bien soin de vous, à chaque instant, sinon qui le fera. On se retrouve lors d'un prochain épisode de Carananda, le bien-être dans tous ses états. À très bientôt.